Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de troller ou de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont déconstruire le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de rebondir de manière constructive à un message que j'ai reçu sur Twitter, suite donc à mon dernier podcast où je parle de cette initiative de la partie civile qui est de créer une plateforme contre le cyberharcèlement. Donc, j'ai reçu un message, un commentaire de la part d'un des créateurs de cette plateforme. Et donc, je ne vais pas lui répondre directement à lui parce que ce n'est pas du tout à lui que je m'adresse, ni dans ce podcast, ni sur Twitter, ni ailleurs. Je m'adresse à vous et donc à cette communauté pro-Marvel. Le reste, je les laisse parler. Il ne m'intéresse absolument pas. Mais quand même, il y a des choses de constructif à voir derrière ces messages. Donc, il me répond, ouvrez les guillemets, occupez-vous de vos affaires. Je vous invite à regarder tout le commentaire. Il me répond donc, quelle est ma légitimité pour juger la sienne sur ce projet? Et il me répond aussi, la vidéo remet en cause la légitimité du projet. Étant donné que je suis le porteur du projet, j'ai le droit de me sentir visé. Donc, encore une fois, je le fais de manière constructive, non pas pour lui répondre directement parce que comme vous l'aurez compris, j'en ai rien à faire, mais par contre, ça montre toute la psychologie, finalement, des personnes autour de la partie civile et même sur ce projet-là. Et en fait, quand je montre que son commentaire illustre cette psychologie, c'est que d'une part, si déjà j'enlève le côté un peu paternaliste et l'utilisation de l'impératif qui me plaît pas forcément, mais ça, à la limite, il fait ce qu'il veut. De l'autre côté, on est face à des personnes qui créent des initiatives donc publiques, que ce soit des business ou des associations. Elles le font dans cet espace donc public, même si ce sont des initiatives au final à titre peut-être initialement privé, et qu'elles appellent finalement leur audience à voter pour leur projet, et donc elles le font publiquement avec leur nom et leur prénom, et dès qu'une personne vient critiquer, ça leur pose un problème. Mais en fait, c'est les règles du jeu des initiatives publiques comme privées. Comme lui, je n'aime pas son commentaire avec son ton paternaliste et impératif, ben il fait ce qu'il veut, moi je lui réponds pas. Donc, je vais quand même prendre ce qu'il y a de constructif dans cet échange pour, comme je vous l'ai dit, illustrer un peu cet état d'esprit qu'on retrouve exactement finalement dans l'affaire Marvel à un certain niveau. C'est cette capacité à ne pas accepter les remarques et les critiques. Et à venir du coup provoquer, entre guillemets, en commentaire, parce que son commentaire n'est absolument pas, entre guillemets, bienveillant et pourrait m'amener finalement à lui répondre directement. Mais j'ai bien peur que si je commence à lui répondre directement, il prenne ça pour du harcèlement et que je sois le premier cas condamné via cette plateforme. Donc, de la même manière que je peux critiquer Facebook, YouTube ou n'importe quelle autre plateforme, nous avons le droit de critiquer une initiative et nous avons le droit de critiquer les personnes qui sont à l'origine de cette initiative, de par peut-être leur historique et de par peut-être, selon nous en tout cas, leur légitimité ou non. Donc, et ça je le dis pour toute la communauté, que quand on fait ce genre d'analyse, de critique ou autre, sur des initiatives publiques ou même sur des personnalités publiques, oui, nous nous occupons de nos affaires. En tant que citoyens, nous nous occupons de nos affaires parce que, pour ceux qui ont écouté mon podcast précédent, on est arrivé dans une situation où, comme je l'ai expliqué, il y a une inversion totale des valeurs. Et donc, des structures qui étaient là initialement pour le bien et l'intérêt général se retrouvent à faire l'inverse de ce qu'elles devraient faire. Donc, forcément, quand je vois une initiative qui a même pas démarré, mais dont je connais l'origine et la source, effectivement, je préfère le dénoncer tout de suite. Je n'ai pas besoin d'attendre que cette initiative émerge et se crée et fasse déjà des dégâts pour donner mon avis que je justifie. Donc, parce que je sais très bien qu'à travers ce type de plateforme, vous n'auriez jamais pris la plainte de Marvel suite à son premier raid numérique. De la même manière que certains policiers n'ont pas pris sa plainte. Parce qu'en réalité, ce qu'il se passe et ce que peut-être l'un des fondateurs n'a pas compris parce qu'il n'est pas forcément au fait de ce qui se trame derrière, c'est qu'ils servent une idéologie consciemment ou non, qui oppose finalement
certains citoyens pour justifier cette matrice accusatrice progressiste, et je vous invite à écouter mon podcast qui s'appelle Le sens de cette condamnation si vous voulez comprendre exactement de quoi je parle, mais vous maintenez ces sortes de luttes horizontales au détriment des vraies luttes qui sont entre les personnes qui ont réellement le pouvoir et qui oppressent face à des personnes qui n'ont absolument pas le pouvoir et des petites gens. Donc ça, c'est le premier point, c'est pour dire que nous nous occupons des affaires de la cité quand on voit ce genre d'initiatives qui peuvent partir en live et qui peuvent desservir réellement les intérêts des citoyens et leur liberté, sous couvert de lutte contre le cyberharcèlement, alors que les personnes qui contribuent à ce projet ont elles-mêmes cyberharcelé et sûrement même en premier. Ensuite, concernant la légitimité du projet ou votre légitimité, et ça c'est encore symptomatique de ces personnes-là, mais en fait, ce qu'elle comprend pas, cette personne, c'est que je ne la connais même pas. Ce n'est même pas d'elle dont je parle. Et c'est ça qui est très intéressant à comprendre, c'est cette incapacité à faire la distinction entre eux et le business, entre eux et leurs amis, entre eux et leurs associés. Et en fait, ils vont mettre tout ça dans le même sac parce que à un autre niveau, ça touche leurs intérêts. Mais en fait, je ne lui parlais pas à lui, je ne connaissais même pas son prénom et son nom. Je ne savais même pas qu'il faisait partie du projet. Effectivement, maintenant, je connais son prénom et son nom, mais a priori, initialement, je ne savais pas qui il était. Et donc, c'est vraiment cet esprit un peu symptomatique d'aller se sentir attaqué là où il ne doit absolument pas être attaqué, parce que si vous aviez compris exactement mon podcast précédent, j'analyse et je critique, non pas l'initiative. L'initiative, si elle existe, comme je le dis, il n'y a pas de souci, c'est les personnes qui sont derrière cette initiative qui me posent problème. Et les personnes, c'est pas lui, puisque je le connais pas, c'est une des fondatrices et une des contributrices. C'est elle qui me pose problème parce qu'elle porte des valeurs opposées à ce qu'elle défend. Je vous invite à réécouter toute la playlist sur cette affaire ou même mes podcasts personnels pour comprendre où il y a eu des passe-droits, où il y a eu des mensonges, où il y a eu de la création de faux, où il y a eu de la manipulation, où il y a eu des conflits d'intérêts. Je vais pas le refaire ici dans ce podcast, mais vous comprenez bien qu'il y a un problème quand certaines personnes portent des projets soi-disant pour l'intérêt général. Donc oui, je critique l'intention profonde de ce projet et l'instrumentalisation malsaine du cas de Marvel pour promouvoir cette affaire. Et aussi, je rajoute que je critique aussi le cadre légal et l'agenda secret qu'il peut y avoir derrière ce type de projet qui va finalement viser à limiter la liberté d'expression et à accentuer finalement, comme je le disais, cette guerre horizontale entre citoyens et notamment en tuant certaines personnes qui ne veulent pas se soumettre et continuent de dire certaines vérités qui dérangent. Donc, à un certain niveau, comment je vois ce projet? Oui, je le vois comme une participation supplémentaire, une brique de plus à cette architecture de l'oppression, sous couvert de bonnes intentions. Donc, je répète, je m'occupe effectivement de mes affaires, de mes proches et de toute cette communauté-là quand je dénonce ce genre d'initiative. Et ça, que ça leur plaise ou non. Et donc, c'est pour ça que c'est très important ici, c'est que je parle à cette communauté qui s'est indignée et je ne parle pas aux esclaves qui se demandent si les choses sont légales ou pas. Je parle aux personnes libres qui se demandent si les choses sont justes ou non. Et c'est ça qui nous révolte aujourd'hui, c'est que quelque chose n'était pas juste. Mais comme vous le savez tous, je suis là pour faire des analyses, pour faire des critique, mais aussi, il y a une partie de moi, vous l'aurez compris, qui est aussi dans la proposition de solutions. Donc, toujours transmuter un peu cette indignation, cette colère en quelque chose de positif. Et effectivement, il y a des choses positives. Et donc, j'ai envie de partir encore une fois dans un petit délire pour vous proposer quelque chose. Parce que, quelque part, à un certain niveau, mon côté entrepreneur apprécie qu'il propose finalement des plateformes et des solutions. Même si pour moi, le fond n'est pas juste, même si entre guillemets la forme, lutter contre le cyberharcèlement c'est bien, il y a quelque chose dans le fond qui est caché, qui n'est pas juste. Mais par contre, ça m'a donné envie de m'imaginer, et si nous créions notre propre plateforme, non pas pour lutter contre la cybercriminalité, mais pour protéger finalement la liberté.
Et donc, une plateforme qui pourrait s'appeler Freedom Guardian, par exemple, ou Guardian of Freedom, peu importe, qui serait peut-être une association, une entreprise qui serait pas sponsorisée par on ne sait quel fonds financier obscur et qui répondrait pour le coup à tous les problèmes que l'affaire Marvel aurait finalement mis au grand jour. Donc, à qui s'adresserait cette plateforme en fait ? Si je fais le parallèle avec la plateforme Cyber Guardian, qui en fait donc veut faciliter la gestion des incidents de la cybercriminalité, du cyberharcèlement en ligne, en pouvant donner une structure a priori psychologique, des cellules psychologiques, en donnant aussi des manières de favoriser la procédure judiciaire, etc., l'éligibilité à certaines procédures. Donc c'est aussi quelque part un gros business pour certains, vous l'aurez compris. Donc nous, pour qui s'adresserait cette plateforme Freedom Guardian, Guardian of Freedom? Eh ben, elle s'adresserait aux personnes qui disent la vérité et qui prennent des risques, aux personnes qui sont diabolisées, qui sont harcelées systémiquement et qu'on veut tuer socialement, financièrement et numériquement. Et en fait, cette plateforme pourrait contenir plusieurs pôles pour justement aider ce type de profils qui prennent des risques pour le bien commun de tous, comme à un certain niveau l'a fait Marvel, même si à un autre niveau, il a réagi un peu de manière un peu trop peut-être spontanée et sans justement avoir fait appel à certains conseils. Mais pour ne pas reproduire cette erreur, pourquoi pas imaginer une plateforme qui comprendrait 10 pôles. Et donc, quels seraient ces pôles? Et ça nous permettra de faire un récapitulatif finalement de cette affaire Marvel et comment on pourrait ne plus tomber sur ce genre de problème. Donc déjà, un pôle conseil et prévention. Donc, toutes les personnes qui pensent prendre des risques dans leur liberté d'expression parce qu'elles dénoncent des choses et qu'elles se sentent déjà attaquées ou épiées par d'autres, tout simplement parce que c'est des positions qui ne sont pas mainstream, et c'est de plus en plus fréquent, notamment avec ces histoires de crise sanitaire où de plus en plus de gens sont catalogués complotistes et sont censurés. Donc, pour préparer ces personnes-là, on aurait ce pôle conseil et prévention, et donc ça les préparait aux éventuels risques qu'elles pourraient encourir, et notamment aux éventuels risques des saisines matérielles, au fait qu'elles doivent se préparer à récolter des preuves, à faire des backups, notamment pour pouvoir soutenir leur storytelling, même si ces preuves n'auraient aucune valeur du point de vue légal ou pénal. Au moins, il y aurait une base pour la communication publique. Ensuite, il y aurait un pôle débunkage, analyse et soutien, comme ce qui a été fait dans l'affaire Marvel, où toutes les personnes qui veulent contribuer à débunker l'affaire, à comprendre cette histoire et à proposer une version plus juste que ce que les médias mainstream et ce que les partis civils proposent, et donc débunker tout ce qui est mensonge, manipulation et autres, et regrouper et lister chacune des vidéos pour que ce soit digeste, comme on l'a fait un peu dans cette affaire-là. Ensuite, un pôle communication, création de contenu, donc qui est encore différent parce que là, c'est vraiment pour des visuels de qualité, des vidéos type Netflix comme eux, ils ont pu faire. Je pense que c'est très important d'avoir ce type de compétences sous le coude, notamment, encore une fois, pour l'opinion publique. Parce que contrairement à ce qu'ils pensent, beaucoup de choses se font dans l'opinion publique. Et en fait, je dis contrairement à ce qu'ils pensent, ils le savent très bien eux-mêmes, puisqu'ils ont fait une vidéo Netflix pour convaincre plus de 800 000 spectateurs. Ensuite, un pôle web et animation des réseaux sociaux, visibles et non visibles, pour accentuer justement cette caisse de résonance et faire émerger la vérité. Et donc ici, l'idée serait vraiment de rassembler les soutiens sur des réseaux sociaux, que ce soit Insta, Facebook, Telegram, et qu'on ait vraiment des conseils de comment utiliser chacun des réseaux sociaux, et aussi structurer de manière aussi invisible tout ce qui ne doit pas être forcément vu du grand public, comment s'organiser pour être le plus efficace possible et pour avoir le plus d'impact possible. Ensuite, un pôle relations publiques pour aller draguer les influenceurs et la presse. Et donc, du coup, prospecter, convaincre et aider certains influenceurs qui n'osent pas soutenir publiquement, alors peut-être même qu'ils veulent, mais peut-être parce qu'ils ont peur de certaines représailles, et de l'autre côté aussi contacter des médias un peu plus mainstream. Ensuite, un pôle censure pour rassembler en fait
tous les actes de censure qui ont eu lieu sur cette affaire, notamment par rapport à certains soutiens qui ont peut-être issu des pressions ou peut-être on leur a demandé de retirer leurs vidéos et de rassembler toutes ces preuves pour potentiellement d'une part dénoncer ces façons de faire et surtout peut-être faire une plainte groupée si besoin. Un pôle juridique où on aurait un aspect vraiment conseil, donc vraiment cette idée de se dire qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, où on aurait peut-être des avocats qui en ont marre de cette infiltration des réseaux discrets dans ce système judiciaire et qui nous prouveront via une attestation sur l'honneur qu'ils ne font pas partie, eux, de ces réseaux discrets et qui veulent défendre des personnes qui ne sont pas des esclaves mais qui sont libres. Et donc évidemment, c'est des avocats qui vont défendre, mais aussi qui peuvent attaquer en justice, notamment parce que certains n'ont pas le réflexe, comme on l'a vu, de porter plainte, et notamment parce qu'il y a aussi des policiers qui ne nous aident pas à porter plainte. Ensuite, un pôle enquête, investigation et complotisme. Et là, je pense que ça peut être très intéressant de dénoncer à un autre niveau, et c'est une autre lecture, tous les conflits d'intérêts, les réseaux discrets et le trafic d'influence qu'il y a dans certaines affaires et qui expliquent certaines procédures ou certaines décisions et qu'on puisse le faire de manière indépendante parce que le trafic d'influence est illégal. Ensuite, un pôle lobbying et finance pour récolter des fonds et notamment créer des cagnottes, mais les créer de manière intelligente, peut-être plusieurs cagnottes pour plusieurs objectifs, pour lever des fonds auprès de sponsors ou de mécènes qui sont touchés par la cause et parce qu'on leur aura proposé des super storytelling, etc. Et enfin, un pôle réinsertion et entrepreneuriat pour aider finalement ces insoumis qu'on a détruits à se reconstruire de manière alternative et notamment à redevenir indépendants financièrement, notamment si on leur a interdit certaines activités ou certains réseaux. Donc ici, c'est encore un petit délire que je me tape, mais c'est pour dire qu'on a des choses à faire. Donc là, je le lance comme ça, mais peut-être que d'ici 2-3 mois ou après une affaire supplémentaire similaire à celle de Marvel, comme pourrait le porter justement cette plateforme CyberGuardian, peut-être qu'il faudra vraiment penser à se structurer de cette manière-là pour ne pas que ça se reproduise. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et pour le délire, si vous avez des compétences dans un des pôles que je viens de vous citer, n'hésitez pas à le commenter, même si c'est pas quelque chose que je vais porter évidemment tout de suite parce que je n'ai vraiment pas le temps. Mais en tout cas, c'est pour dire, pour leur montrer qu'on a des compétences et qu'on peut se réunir de manière structurée pour avoir une autre force de frappe. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à partager ce podcast s'il vous en dit. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.